Mon cerveau était une prison qui limitait ma vie, qui limitait mon expérience. La qualité de ma vie, elle était amoindrie énormément. Donc, niveau de ma confiance en moi, très très loin de quelque chose de confortable. Et je suivais juste un train de vie qui me paraissait ok, pas plus. Yes. Même si de l'extérieur, ça avait l'air une réussite, de l'intérieur, j'étais pas du tout au bon endroit. Donc, j'interviens en conférence dans des entreprises comme LVMH, Sephora, SNCF, bref, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'optimisation de soi tout en préservant le bien-être. Pas juste des résultats, mais des résultats et du bonheur à la fois. J'étais déjà timide quand j'étais en Bulgarie, donc ça a toujours été un problème pour moi d'être avec des gens que je connais pas, de m'exprimer, de lever la main dans la classe. Mais en arrivant en France, la barrière de la nouvelle langue, ça a juste amplifié le problème. À l'âge de 30 ans, je suis scientifique, je connais plein de choses sur le monde extérieur et j'avais aucune idée qu'on pouvait changer des choses dans le monde intérieur. Là aujourd'hui, j'ai aucun souci de dire à toute personne, il faut qu'on travaille sur nous. Notre cerveau est malléable et notre système éducatif ne nous a pas permis de se rendre compte de ça. Très peu sont les gens qui ont plongé et qui ont commencé à étudier le monde intérieur, qui est une planète à part entière à étudier et à comprendre. La manière la plus rapide d'apprendre, c'est de se mettre... Aujourd'hui, les statistiques sont très mauvaises. Moi, j'ai cherché combien de personnes ont atteint le niveau d'1 million. Et en 2023, il y avait 1% de la population qui avait réussi à atteindre ce niveau-là. C'est pas grand-chose. Hey, bienvenue à toi dans le podcast Le Jeu de la Vente, le podcast destiné aux entrepreneurs et aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'intervenir et également de faire intervenir et d'interviewer une personne que je trouve hyper inspirante. On s'est rencontrés déjà il y a quelques années lors d'un accompagnement avec l'un de nos mentors et depuis lors, c'est vrai qu'on est resté en bons termes, on va dire, et en bon contact. Et donc aujourd'hui, je suis ravie que tu puisses découvrir cette personne-là. Je vais te la présenter dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement que tu puisses liker cette vidéo potentiellement si tu nous écoutes depuis YouTube, mets une note de 5 étoiles pour booster encore plus le podcast. Interagis également dans les commentaires pour nous dire potentiellement d'ici la fin de cet épisode qu'est-ce que tu en as pensé, avec quelle pépite tu repars, parce que dans tous les cas, ça permet également de contribuer à diffuser au mieux cet épisode de podcast. Ok ? Comme tu le sais, je m'appelle Oureille, je suis stratège commerciale, conférencière et auteur du livre que tu connais maintenant qui s'appelle Le Jeu de la Vente. D'ailleurs, si tu n'as pas encore ton exemplaire, je t'invite vivement à t'en procurer un exemplaire. Et dans la vie de tous les jours, je suis mariée, maman. Et ma mission, c'est vraiment d'inspirer les entrepreneurs, les commerciaux, de les aider vraiment à mieux vendre pour qu'ils puissent potentiellement atteindre leurs objectifs les plus ambitieux. Mais tout ça, pas dans le stress, mais vraiment en faisant de la vente un jeu. Parce que comme tu le sais, la vente, c'est un jeu où quand tu apprends les règles, tu gagnes à tous les coups. Donc tout ça pour dire que bienvenue à toi. Et maintenant, disons ensemble bienvenue à notre invitée du jour qui est Bilyana. Hello Bilyana. Bonjour. Comment vas-tu ? Très heureuse d'être là. J'attendais cette interview depuis quelques mois avec toi, donc je suis super contente. Yes, on est encore plus ravis que toi. Bilyana, pour les personnes qui te découvrent, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? De métier, je suis scientifique, j'ai un doctorat en sciences, donc pendant plusieurs années, j'ai été un laboratoire de recherche où on faisait des expériences sur des questions de santé comme les thérapies contre les cancers, le vaccin contre le VIH. Mais tout ça, ça a pris un virage inattendu il y a environ 10 ans maintenant, où je me suis découverte une vraie passion dans la science et c'était le fonctionnement du cerveau, comprendre le cerveau. Comment ça marche? Pourquoi on a tous le même cerveau, on n'a pas les mêmes résultats? Comment ça se fait qu'il y en a certains qui l'utilisent mieux que d'autres? Et comment ça se fait que moi, à cette époque-là, j'arrive pas à utiliser le mien? Je suis un laboratoire de recherche, je suis à l'Institut Pasteur, le meilleur endroit pour faire de la recherche. Je passe mes journées entourée des meilleurs scientifiques du monde. On réfléchit sur des questions très complexes. Le soir même, je pars à la boulangerie pour acheter ma baguette. Il me faut une préparation mentale. Mon cerveau était une prison qui limitait ma vie, qui limitait mon expérience. La qualité de ma vie, elle était amoindrie énormément. Donc, niveau de ma confiance en moi, très très loin de quelque chose de confortable. Et je suivais juste un train de vie qui me paraissait ok, pas plus. Yes. Même si de l'extérieur, ça avait l'air une réussite, de l'intérieur, j'étais pas du tout au bon endroit. Donc, il m'a fallu du temps pour aller comprendre comment ça fonctionne et commencer à maîtriser déjà mon propre cerveau. Et donc, aujourd'hui, je donne des conférences en entreprise où j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens quand même qui voulaient apprendre à mieux optimiser leurs ressources. Et donc, j'interviens en conférence dans des entreprises comme LVMH, on travaille avec Sephora, on travaille avec SNCF, bref, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'optimisation de soi tout en préservant le bien-être. Pas juste des résultats,
mais des résultats et du bonheur à la fois, et c'est possible. Yes, love it. Et Biljana est également l'auteur du livre Neuro-Excellence, d'accord, qu'elle a sorti. Ça fait combien de temps que tu l'as sorti ton livre? Il est sorti en février de 2025, donc 1 an maintenant. Excellent. Pile 1 an. Super. Donc, je me suis dit, il va falloir à un moment donné résumer un petit peu toutes les découvertes que j'ai faites. Notamment, j'ai oublié de le dire, mais la manière dont j'ai étudié le cerveau, c'est en soumettant mon propre cerveau à des études cliniques. Au jour d'aujourd'hui, il y en a plus de 100 études cliniques que j'ai faites sur moi-même. Et j'ai voulu partager mes découvertes, j'ai voulu partager les outils qui nous aident à s'approprier la science et la faire marcher pour nous, pour produire des résultats. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir partager ça avec toi et ceux qui nous regardent. Yes, excellent. En tout cas, je vous invite vraiment à vous procurer un exemplaire de son livre parce que c'est vraiment une pépite. Moi, je pars du principe que vraiment, travailler sur soi, c'est vraiment le meilleur cadeau que l'on puisse s'offrir. Peu importe qu'on soit entrepreneur, salarié, dans tous les cas, on est là pour apprendre à se développer. On est là pour comprendre comment on fonctionne. On est là pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça passe justement par comprendre finalement comment on fonctionne. Et donc, je pense que ce livre-là est une pépite que je t'encourage vivement à lire. Merci beaucoup. Biljana, en tout cas, déjà bravo pour tous tes accomplissements. Honnêtement, je trouve que tu es une femme hyper inspirante qui fait pas mal de choses pour justement avoir un impact en fait dans la vie des autres et je trouve que ça c'est merveilleux. Je pense que c'est un peu la mission notamment qu'on se donne en tant qu'entrepreneur. Mais je sais que voilà, ça n'a pas toujours été facile effectivement. Parle-nous un peu de toi, de ton histoire, d'où est-ce que tu viens concrètement? Alors, d'où est-ce que je viens? J'imagine que les gens ils entendent un accent que j'entends plus. Moi, je viens de Bulgarie, je suis née en Bulgarie, je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. J'étais déjà timide quand j'étais en Bulgarie, donc ça a toujours été un problème pour moi d'être avec des gens que je connais pas, de m'exprimer, de lever la main dans la classe. Mais en arrivant en France, la barrière de la nouvelle langue, ça a juste amplifié le problème. Tu parlais français quand tu es arrivée en France à 18 ans? J'étais censée le parler, mais j'ai constaté que c'était pas au bon niveau. Ok. Donc timidité amplifiée et ma vie devenait de plus en plus dure à mener. Le pire moment, je dirais, c'est très paradoxal parce que le pire moment en réalité c'est au top de ma réussite professionnelle, on va dire, en tant que scientifique. Donc j'ai obtenu mon doctorat. Première réussite. On croit que voilà, ça suffit pour avoir une belle vie. Juste pour remettre les choses dans le contexte, est-ce que tu peux nous rappeler, doctorat, c'est bac plus combien? Bac plus 8. Waouh. 8 ans d'études post-bac. Exactement. Pour moi, je pensais que le doctorat allait me procurer une forme de bonheur, de libération, d'épanouissement. C'était pas le cas. Le jour où j'ai obtenu mon doctorat, j'ai constaté que c'est un papier de plus qui montre certainement un niveau d'intelligence logique et rationnelle, parce que notre système éducatif est très basé là-dessus, et qui ne suffit pas pour avoir une qualité de vie et pour faire des choses déjà pour se connaître soi, pour savoir ce qu'on a envie de faire et pour produire des résultats qui nous satisfaient. Et je me suis retrouvée dans le cas, je pense le pire des cas qu'on peut produire quand on ne sait pas se gérer, c'est de produire une forme de réussite et de se sentir vide à l'intérieur de nous. Donc moi, je me suis retrouvée à l'Institut Pasteur, au top du top. Vu de l'extérieur, on se dit, elle a réussi sa vie. Mon papa était très content avec mes résultats. C'est quelqu'un qui adore la science et qui croyait que pour moi, ça suffisait. Moi-même, je croyais que ça suffisait. Et je me suis retrouvée comme ça, en pleine réussite et en me sentant très, très, très mal. Et c'était très difficile parce qu'on n'arrive pas à cacher le mal-être, mais on n'arrive pas à l'expliquer non plus. Et c'est là où j'ai commencé à creuser la question et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai suivi les conseils de l'extérieur, j'ai suivi les conseils de mes parents, de l'entourage. J'ai couché toutes les cases de la réussite sociale et pourtant, il y a quelque chose qui m'échappe. J'étais un peu dans la panique pour te dire parce que c'était pas une conversation confortable à avoir. J'avais personne pour ouvrir le sujet et je me suis retrouvée, heureusement à ce moment-là on avait Google, je me suis retrouvée face à Google en train de chercher des solutions. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait travailler sur nous-mêmes. C'est bizarre à dire, mais à l'âge de 30 ans, je suis scientifique, je connais plein de choses sur le monde extérieur et j'avais aucune idée qu'on pouvait changer des choses dans le monde intérieur. Et pour moi ça a été un moment de waouh, où j'ai ouvert les yeux sur les outils qui existent, sur ce qu'on pouvait apprendre sur nous et toute la démarche qui consiste à aller plonger à l'intérieur de soi, déjà se questionner sur quelles sont nos forces, identifier les faiblesses sans chercher à les cacher, mais plutôt chercher à les travailler. Et à partir de là, les portes des possibles commencent à s'ouvrir. Pour moi, c'était la vraie liberté à démarrer à ce moment-là. Ça a démarré avec une forme de connaissance, juste de me dire, en fait, si, il y a des choses qu'on peut faire. On peut travailler notre cerveau, on peut travailler nos attitudes, nos caractères et on peut vraiment aller à un niveau de performance supérieur et un niveau de bonheur supérieur. Donc pour moi, ça, c'était le début. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense que travailler sur soi, c'est optionnel? À l'époque, si tu veux, moi, la manière dont je l'ai découvert, c'était à travers l'approche du développement personnel. Et en tant que scientifique, il y avait un décalage entre moi et la science et le développement personnel qui paraissait à ce moment-là comme des choses opposées. Et moi, pendant quelques temps, j'avais
un peu la honte d'avouer que j'utilisais des approches pour travailler sur moi parce que c'était vu comme des choses que seulement quand on avait des problèmes, seulement quand on avait vécu des vies difficiles qu'il fallait utiliser. Là, aujourd'hui, j'ai aucun souci de dire à toute personne, il faut qu'on travaille sur nous. Notre cerveau est malléable tout au long de nos vies et notre système éducatif ne nous a pas permis de se rendre compte de ça. Il nous a permis de développer une intelligence qui nous permet d'analyser le monde extérieur, mais très peu sont les gens qui ont plongé et qui ont commencé à étudier le monde intérieur, qui est une planète à part entière à étudier et à comprendre. Donc aujourd'hui, on parle de neuroplasticité. C'est plus un concept de développement personnel de se dire il faut sortir de sa zone de confort. Notre cerveau a besoin d'être challengé, il a besoin de friction pour qu'il reste en bonne santé. C'est même pas une question d'un luxe, c'est une question de santé. Pour sortir des chiffres un peu des études, les études nous disent aujourd'hui que pour être dans des conditions optimales de neuroplasticité, donc d'apprentissage constant, il faut que 15% du temps, on fasse des choses nouvelles. On rencontre des nouvelles personnes, on teste des nouvelles discussions, de nouvelles approches. Bref, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. 15% du temps. Donc, si on part sur une journée de, on va dire, 8 heures, 1 heure de nos journées doivent être consacrées à challenger nos cerveaux, à les mettre dans des conditions où ils n'ont pas encore expérimenté. Sinon, si on ne les travaille pas, on rigidifie des schémas de pensée qui partent vers le négatif. Donc, on cristallise de la négativité à l'intérieur de nous, on rigidifie notre pensée et on part vers le déclin cognitif. Voilà. Donc, c'est pas une question de développement personnel, c'est pas une question de choix, c'est vraiment une question de est-ce que je prends soin de moi tout en connaissant ma nature. Quand on connaît le cerveau, on a besoin de faire ça. Une question pour toi qui nous écoute. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau pour la première fois? Réfléchis-y et je pense que ce serait intéressant que tu puisses notamment mettre en application ce qu'on vient de partager. En fait, c'est une question de survie pour le cerveau de faire des choses nouvelles. Et donc, je pense que ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on fait tout le temps des choses nouvelles parce qu'on sort de notre zone de confort, on fait des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire, etc. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu es conférencière, mais tu as été amenée à faire ta première conférence. C'était comment? Je t'écoutais et je me suis dit, je vais quand même revenir en arrière parce que avant la première conférence, il y avait des simili-conférences. Okay. Ça a commencé comme ça. Et j'aimerais bien l'ajouter parce que peut-être que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont timides au niveau similaire que moi à l'époque. Et moi à l'époque, je pensais que c'était impossible pour les gens timides. Il fallait qu'on reste dans notre coin, discret, on peut rien faire. Du coup, la vente, les entretiens d'embauche, draguer quelqu'un, tout ça, ça devient très difficile quand on est comme ça. Mais en fait, pour moi, tout a commencé par des choses toutes simples. Et du point de vue de moi à l'époque, ça paraissait des conférences. Pour te dire, la première chose que j'ai commencé à faire pour décoincer mes schémas cristallisés, je me suis dit, à chaque fois que je prends l'ascenseur, je vais adresser la parole aux gens qui sont dedans. Donc, ça faisait des mini prises de parole en public sur la météo, sur l'heure, sur des choses simples. Mais ça me poussait à chaque fois à sortir de la zone de confort et créer une mini friction pour mon cerveau pour qu'il se rende compte que ça va. C'est pas très grave. Tu vas survivre parce que souvent, il nous fait penser que non, c'est la mort. Si tu parles dehors des gens, voilà, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges dans nos têtes. Et donc, moi, ça a commencé comme ça. L'ascenseur. Après, j'étais encore à Pasteur, donc j'ai commencé à être plus active dans les réunions de travail, à tester des nouvelles choses, une nouvelle manière de faire ma présentation, chercher à chaque fois à poser une question. Une simple question. Tu vois, vraiment des choses toutes petites. Et petit à petit, ça a commencé à donner du plaisir à mon cerveau, à aller dans cette zone où on se sent fier à la fin. Petite question à réunion de travail, mais à la fin, on a gagné à la journée. Victoire en fait, qui permettent de renforcer la confiance au fur et à mesure. Exactement. Et notre cerveau, il a besoin de ces petits moments de progrès pour qu'il continue à vouloir progresser. Et pour te donner l'exemple, le mien était très bloqué à l'époque, mais l'ascenseur, parler à des gens dans la rue, juste demander l'heure, je le faisais à plusieurs fois par jour pour garder la dynamique. Les réunions de travail. Après, je me suis dit, je suis à l'Institut Pasteur, je suis entourée des gens inspirants, je vais commencer à les interviewer. Yes. J'avais pas les moyens comme ça, je partais juste avec mon téléphone, juste pour vous montrer à quel point il y a des choses faciles à faire. Et contrairement à ce qu'on pense, les gens, ils adorent ce moment où on s'intéresse à eux. Exactement. Donc, je partais avec mon téléphone, enregistrement audio, et je demandais à des gens autour de moi, des chercheurs, est-ce qu'on peut prendre 30 minutes, 1 heure pour un interview? Et petit à petit, après j'ai fait des prises de parole en public dans le métro. Là, c'était vraiment challengeant. Là, j'ai fait le tomber dans les pommes pour te dire, c'était un peu loin de ma zone de confort, mais je me suis dit, tiens, on va tester. Wow. J'en ai fait plusieurs. Bravo. Et si tu veux, je voulais tellement accélérer le processus. Et pour l'accélérer, il faut créer un peu plus de friction. Donc les 15%, ça accélère. Mais si on veut vraiment gagner des années d'apprentissage, il faut s'exposer un peu plus. Et trouver une bonne source de motivation pour pas qu'on brûle de l'intérieur. Mais quand on a une bonne source de motivation, on se fait des challenges comme ça. Après, on raconte l'histoire. Quoi qu'il arrive, qu'on foire ou pas, à la fin, tu as une belle histoire à raconter. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Exactement. En fait, le truc, c'est que
qu'est-ce qui rend, par exemple, les prises de parole, on va dire, impactantes? C'est également les anecdotes. C'est également le fait de se dire que, en fait, j'ai pas tout réussi du premier coup. Il y a plein de fois où, justement, je me suis ramassée. Et c'est justement parce que j'ai continué, finalement, à me relever et à avancer qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que des fois, les gens pensent que tout a toujours été tout beau, tout rose. En réalité, personne qui est arrivé à un certain niveau va te dire que ça a été facile, que ça a été une ligne droite, il n'y avait aucun challenge, que tout est facile. Tout le monde te dira à chaque fois, j'ai tellement galéré, j'ai tellement pris sur moi, je suis tellement sortie de ma zone de confort, j'ai tellement dépassé justement la peur, par exemple, de parler en public, la peur d'être rejeté, tu vois, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé pour qui tu es vraiment. Au fur et à mesure, c'est ce qui m'a permis notamment d'avancer. Exactement. Et pour relier ça aux neurosciences, en fait, il faut savoir que quand on est dans le rôle de celui ou celle qui essaye d'éviter les événements difficiles, on va être beaucoup plus émotionnel face à ce qui nous arrive. Quand l'amygdale, la partie émotionnelle de notre cerveau s'active, là, on perd nos ressources. Là, c'est le moment où c'est comme une alarme incendie dans nos têtes. On n'a plus accès au cortex préfrontal. Ce que tu as essayé de dire, ma phrase, une baguette, s'il vous plaît, devenait un challenge en soi. Et on n'arrive pas à faire des simples choses. Voire, on commence à se voir faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et on se surprend de notre incapacité. Et en fait, un simple changement de se dire tout simplement, c'est moi qui décide d'aller vers ce qui me fait peur. On n'est plus dans la même attitude au niveau cérébral. Je suis plus en mode, ah mince, il va falloir que j'évite, donc je subis la chose. Je suis en mode, ça active le cortex préfrontal et je suis en mode stratégique. Tiens, comment on va faire? Est-ce que je marche comme ça? Est-ce que je marche plus lentement vers où je vais? Et dès qu'on est en mode cortex préfrontal, en fait, on n'est pas bloqué dans notre dimension émotionnelle. En fait, on reprend le contrôle, on arrête de subir. Exactement. Une simple décision de se dire, je décide de le faire, j'ai envie de le faire, change complètement l'attitude du cerveau et donc on ne tombe pas dans les mêmes expériences traumatisantes comme moi avec la baguette. À un moment donné, je l'ai transformé comme jeu et on parlera du jeu parce qu'il y a des études super passionnantes sur le jeu. Excellent. Et donc à partir du moment où j'ai décidé que la baguette, ça devenait un de mes challenges, il n'y avait plus rien à voir avec ce que je vivais avant. Donc, vraiment une simple décision, ça change la manière dont on utilise notre cerveau. Excellent. En tout cas, j'aime beaucoup, tu vois, l'idée effectivement de comprendre que Rome ne s'est pas construit en un jour et que avant d'être la conférencière, par exemple, que tu es aujourd'hui et de prendre la parole dans des grands groupes du CAC 40 et tout, il y a eu des moments justement où ça commençait par ne serait-ce que interviewer, tu vois, un de tes collègues à l'Institut Pasteur, un grand rechercheur, non ça se dit pas, chercheur plutôt, rechercheur, un grand chercheur, etc. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que moi aussi, tu sais, aujourd'hui, j'interviewe des personnes hyper inspirantes comme toi sur mon podcast, mais avant de faire ça, en fait, ça remonte à longtemps où je me suis toujours intéressée à qu'est-ce qui fait que les gens réussissent. Du coup, ça m'a rappelé, je crois que j'en ai jamais parlé, mais quand j'étais en alternance, donc j'étais étudiante, et j'interviewais déjà en fait les gens notamment de mon entreprise. Je me rappelle notamment que j'interviewais les meilleurs commerciaux pour savoir qu'est-ce qui fait que ce sont les meilleurs commerciaux. Donc quand j'arrive dans une boîte, ok, c'est qui les meilleurs? Je vais m'intéresser aux meilleurs parce que je veux comprendre comment ils fonctionnent, comment justement leur cerveau fonctionne, comment leur état d'esprit fonctionne, qu'est-ce qui font que ce sont les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font 5 fois plus de résultats que les autres. Donc tu vois, j'ai commencé déjà comme ça. Et je me rappelle quand j'étais en alternance, je crois que j'avais 24 ans, je travaillais dans une grosse société et je pense qu'on générait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et je me suis dit un jour, je vais demander au président, normalement, en tant que stagiaire, entre guillemets, j'étais en alternance, on va dire, dans la direction marketing. On était au support aux commerciaux à cette époque-là. Et s'attaquer au PDG quand t'es alternance, c'est pas quand même une mince affaire, surtout dans un grand groupe qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et du coup, je me dis, mais c'est pas grave, je vais lui proposer un déjeuner parce que j'ai envie de l'interviewer. J'ai envie de savoir comment il a fait pour devenir le PDG d'une boîte qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tu sais quoi, j'ai envoyé un message, il m'a dit oui. Et il m'a même invité pour le déjeuner. Génial. Et j'étais là avec mon petit carnet, je posais des questions et je l'interviewais. Génial. Donc ça commence déjà, on va dire, d'il y a longtemps. C'est incroyable. Et moi, j'adore ce format interview parce que souvent, ce sont des conversations dans lesquelles on va augmenter la qualité. C'est pas la conversation du café où on ne sait pas quoi se dire. On a un but et les questions vont ressortir le meilleur de la personne sur laquelle on met les projecteurs. Et en fait, moi, je ne m'attendais pas au début. J'avais vraiment un blocage pour aller vers les gens et leur demander. Mais quand j'ai vu les premières personnes, en fait, ils adorent. Ils adorent ressortir parce qu'à un moment de leur succès, les choses qui les nourrissent le plus, c'est de transmettre leur succès. Contribution, exactement. Et nous, en tant que celui ou celle qui veut apprendre, on devient des vecteurs de ces messages. Exactement. Et il y a quelque chose que tu as fait sans te rendre compte, j'ai fait aussi sans me rendre compte en faisant des interviews. On l'appelle, en coaching, on va l'appeler la modélisation. En science, on va l'appeler plutôt de l'apprentissage inconscient. Donc, quand on s'entoure avec des gens de ce niveau-là, déjà, dans leur présence, notre inconscient, on va capter des éléments sans forcément les conscientiser. On va capter des éléments de leur fonctionnement et on va commencer à s'approprier des attitudes qui sont en lien avec le succès. Deuxièmement,
gens, aller creuser pour décoder leur stratégie de succès, ça te permet de mettre de la conscience sur quelles sont les étapes, en fait, de quelle manière je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire en termes d'action, pour que je puisse m'approprier des éléments de leur succès et les mettre dans mon histoire et pouvoir moi-même réussir. Et puis au-delà de ça, tu peux devenir vecteur et partager ces éléments pour d'autres personnes, pour la réussite de d'autres personnes. Mais c'est la manière la plus rapide d'apprendre, c'est de se mettre en contact avec des gens, parce que l'apprentissage inconscient, beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de profondeur. Des fois, on capte des choses qu'on ne va pas capter consciemment si on cherche à verbaliser tout et à tout comprendre. C'est vrai. Et je pense qu'on apprend tellement en allant à la rencontre des gens, en s'intéressant sincèrement à eux. Et en plus, ça coûte rien. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai interviewé une personne sur mon podcast Le Jeu de la Vente. Je crois que c'était Xavier Préteritz, du coup, multimillionnaire dans l'immobilier. J'ai tout simplement écrit un message sur Instagram. Je lui ai dit coucou, en gros, j'aime trop ce que tu fais. Je lance un podcast sur le jeu de la vente. J'ai envie d'interviewer des parcours inspirants. Est-ce que tu serais ouvert à une interview? Et le mec, il me dit yes. Et en plus, de base, je crois qu'il était même pas basé à Paris, tu vois, mais il me dit, écoute, je suis à Paris en ce moment. J'ai loué d'ailleurs un cocoon parce que du coup, je veux faire du contenu. Donc, si tu veux, je te mets même mon équipe à disposition pour l'interview. Génial. Et donc, je me suis retrouvée avec une interview filmée par son équipe, montée par son équipe. Et j'ai posé toutes les questions que je voulais et c'était vraiment le premier. Tu vois. Comme quoi, tu sors de ta zone de confort. Et si la personne dit non, je me dis, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé, tu vois. Mais j'ai envoyé un message et la personne, en plus, elle a dit oui. Donc, je suis là en mode, oh waouh, trop bien. Génial. Et j'espère que pour ceux qui nous écoutent, qu'ils commencent à se rendre compte que vraiment, parce qu'on dirait c'est loin de la vente, mais en réalité, les gens qu'on a interviewés, ça devient des gens de notre réseau. Et la qualité de notre réseau aussi détermine à quel point on va développer rapidement notre business ou pas. Il y a certaines personnes que j'ai interviewées qui sont devenues source pour mon marketing, pour mon image de marque. Parce que des fois, on dit, j'ai interviewé une telle personne, j'ai interviewé un prix Nobel, j'ai interviewé... Mais à partir de là, on se dit, ah, cette personne qui a son entreprise aujourd'hui, il y a de la matière dedans. Exactement. C'est la loi de l'association, en fait. Parce que inconsciemment, les gens se disent, oh waouh, ne serait-ce que tu sois, par exemple, à côté d'une personne qui a le prix Nobel, tu vois, on se dit, oh waouh, ça veut dire que c'est le même niveau d'excellence, d'une certaine manière. Exactement. Donc, on fait notre branding aussi. Juste une photo avec une personne comme ça apporte énormément à notre activité. Ensuite, on apprend et en même temps, on leur rend service parce que ces personnes veulent vraiment transmettre. Souvent, quand on avance dans la réussite, on se dit, oui, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est accessible en réalité à tout le monde. Et on a envie d'aider beaucoup plus de gens à pouvoir y accéder. Exactement. Aujourd'hui, les statistiques sont très mauvaises. Moi, j'ai cherché pour une de mes conférences, j'ai cherché combien de personnes ont atteint le niveau d'1 million, par exemple, à partir d'1 million. Et en 2023, il y avait 1% de la population qui avait réussi à atteindre ce niveau-là. C'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup de monde. C'est vrai. Moi, je me dis, il faut qu'on change ces statistiques. Ça montre bien qu'on ne s'est pas encore approprié le trésor, l'abondance qui est à l'intérieur de nous. On ne s'est pas encore approprié nos ressources, nos compétences. Et donc, il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Vraiment de quoi faire, il y a vraiment de la matière. Et c'est intéressant, tu vois, ce 1% notamment d'entrepreneurs qui dépassent notamment le million d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on part sur des dizaines de millions, on est, je crois, sur 0,01, tu vois. Et donc, au milliard, bon, on n'en parle même pas. Mais tout ça pour dire que en réalité, tu vois, on est très loin du compte. C'est-à-dire qu'il y a 99% de la population, comme tu l'as dit, qui n'a pas encore trouvé en fait une manière d'exploiter vraiment son plein potentiel et vraiment de refléter à l'extérieur également, tu vois, son excellence. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que les personnes qui atteignent un certain niveau, au-delà du fait qu'elles soient excellentes dans ce qu'elles font, c'est que vraiment elles ont décidé, tu vois, de faire sortir finalement leur talent ou de l'amplifier pour pouvoir potentiellement matérialiser également à l'extérieur, tu vois, des revenus qui correspondent finalement à ça. Donc, il y a tout un chemin pour pouvoir notamment y arriver, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Et comme tu disais tout à l'heure, en réalité, les personnes, je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment réussi à un certain niveau. On pense qu'elles sont fermées, on pense qu'elles vont être réticentes à partager, on pense qu'elles vont tout simplement nous repousser parce qu'on n'est pas à leur niveau. Au contraire, pour moi, c'est les personnes les plus généreuses. Franchement, je pense par exemple à l'un de mes mentors qui est multimillionnaire aujourd'hui, qui vit à Las Vegas. C'est l'une des personnes les plus généreuses que je connaisse, qui adore partager, qui adore transmettre, qui adore inspirer. Donc vraiment, ne serait-ce que pour vous, même si vous ne vous lancez pas dans un podcast ou pour interviewer des gens, mais intéressez-vous aux gens, honnêtement, qui font des choses exceptionnelles. Vous allez voir que ces personnes-là, la plupart du temps, elles sont ouvertes à partager. Et tu sais, tu as mentionné l'excellence, tu parles du jeu dans ton livre. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Qu'on parle du jeu de l'excellence. Yes. Bien. Le jeu de l'excellence. On va le faire comme ça, le jeu de l'excellence. Et j'ai envie qu'on creuse davantage la question du jeu, parce que pour moi, tu as vraiment ouvert la porte la plus facile d'accès et la plus plaisante, je dirais, quand on veut aller vers l'excellence, quand on veut se dépasser et s'expandre. L'excellence, pour moi, c'est une attitude d'amélioration constante. Donc, c'est pas une destination, c'est vraiment une attitude au quotidien à aller constamment chercher à grandir. Et le jeu
et la science le démontre, le jeu est aujourd'hui une super porte d'entrée. Alors, j'ai lisé des études scientifiques là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en mode jeu? Tu sais, on a tendance à penser le jeu, c'est pour les enfants. Mais c'est juste les enfants, ils trouvent ça, c'est parce qu'on n'est pas en sérieux, mais pour les adultes, ça marche pas. Mais en réalité, le jeu est tellement puissant pour notre cerveau. Et donc, le jeu et la science. Qu'est-ce que la science nous montre quand on se met dans un état d'esprit de jeu? Alors, le jeu s'expose quand on permet à notre cerveau de tester différents scénarios dans un contexte qui n'a pas énormément d'enjeux. Et il constate que, si on regarde dans les mécanismes du cerveau, quand on place le cerveau dans un contexte jouet, il va produire des opioïdes. Une petite quantité, mais suffisante pour aller stimuler le cortex préfrontal. Et donc, en étant dans un état d'esprit de jeu où on se dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait? Et tiens, si je teste ça, qu'est-ce que ça donnerait? Tiens, c'est amusant d'aller vers ça. Ah tiens, si on se faisait des jeux de rôle pour apprendre à vendre quelque chose, qu'est-ce que ça donnerait? On produit des opioïdes, notre cortex préfrontal est stimulé et, sous-entendu, on a beaucoup plus de scénarios, de stratégies possibles. Donc, on augmente notre potentiel juste en décidant de prendre la tâche, le problème ou la question sous une forme de jeu. Donc, je voulais insister là-dessus parce que je pense vraiment que c'est une des portes les plus faciles à ouvrir. Et dès qu'on se met dans un état d'esprit, tiens, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de jouer, j'ai envie de tester quelque chose, ben, on permet à notre cerveau de mieux fonctionner et donc d'obtenir de meilleurs résultats par la suite. Excellent. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, une question que je pose à mes interviewés, c'est qu'est-ce que tu penses de l'idée notamment de faire de la vente en jeu? Mais je pense que c'est la meilleure chose à décider parce que c'est une décision à prendre. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de mettre un cadre de jeu. C'est plutôt de prendre les choses comme si c'était un jeu. Et c'est là où on se rend compte qu'au final, le résultat, il est vachement meilleur. Et en plus de ça, la peur de perdre, elle est moindre parce que quand c'est un jeu, on n'a pas tellement la peur de... Il y a moins d'enjeux. Il n'y a pas tellement d'enjeux. Et du coup, on est dans un meilleur état. Et pour la vente, moi, je me suis rendu compte que les clients sont dans le meilleur contexte de décider. Quand moi, je ne mets pas de pression, je ne cherche pas à tout prix de vendre les choses, mais que je suis plutôt en mode, tiens, on va voir ce qu'on peut créer ensemble. On va voir de quoi on dispose. Et puis, si on voit que ça marche bien entre nous, naturellement, on a envie de continuer ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai même du mal à mettre le mot vente sur ce qui se passe. Moi, j'échange avec les gens, je les rencontre, je m'intéresse à eux et à la fin, on co-crée un projet, un événement ensemble. Mais je ne sais pas où placer le mot vente. Bon, tu me diras, c'est au moment où tu envoies ta facture et tu encaisses. Mais en réalité, c'est juste servir les gens et se prendre le plaisir de créer des choses ensemble pour servir les publics qui vont nous écouter à la fin. C'est exactement ça. Souvent, ce que je dis, c'est que vendre, c'est tout simplement servir. Là où, en fonction de l'interprétation qu'on fait de cette activité, par exemple, de cette compétence, en pensant qu'on doit forcer, manipuler, tu vois, il faut que ce soit dur, je dois convaincre. Moi, je déteste le mot convaincre. Déjà, dans le mot convaincre, il y a con et vaincre. Donc déjà, on part mal, tu vois. Il y aura un con de toute manière. Exactement. Donc vendre, non, c'est pas convaincre, c'est persuader. Et l'art de la persuasion, c'est complètement différente de l'art de convaincre, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fonction, finalement, de l'interprétation qu'on donne aux mots qu'on utilise, on va se comporter d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que le jeu de la vente, souvent, mes clients, quand je leur demande pourquoi tu travailles avec moi, ils disent, mais justement, pour moi, j'ai jamais pensé même que vendre, ça pouvait devenir un jeu. Donc j'ai envie d'apprendre les règles du jeu. J'ai envie que ce soit un jeu. J'ai envie de jouer. J'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de vendre avec de la pression, etc. Et pour moi, franchement, au-delà finalement de la vente, je pense qu'on en a déjà parlé, moi je pense vraiment que la vie est un jeu. La vie est un immense terrain de jeu. On est là pour jouer, on est là pour expérimenter les choses, tu vois, progresser au fur et à mesure. Donc si la vie est un jeu, bien évidemment que l'entrepreneuriat aussi c'est un jeu, et bien évidemment que la vente aussi c'est un jeu. Exactement. C'est quoi toi, ta vision dessus? Exactement. Moi, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait enclencher un état qui est plus propice à notre réussite, je m'amuse juste à activer des états qu'il me faut avant un appel de vente ou avant un interview, de me mettre dans le bon état d'esprit. Mais au-delà de ça, j'ai appris qu'il fallait vraiment aider notre cerveau à s'exposer à des situations dans la vie pour qu'il s'approprie le jeu au final. Parce que si tu veux, il y a quand même des schémas dans nos têtes qui sont enregistrés et qui correspondent à la survie de notre espèce et qu'on continue à véhiculer, même si on n'est plus dans des conditions de survie. La peur du rejet, c'est une peur qui active la douleur physique à l'intérieur de nous. Donc, quand on se fait rejeter, il y a une douleur que notre cerveau va percevoir. Donc, c'est un vrai schéma qui existe dans nos têtes. Donc, pour ceux qui ont du mal avec le rejet, moi, j'étais à une extrême là-dedans. Il suffisait que la personne tourne légèrement, je me sentais déjà rejetée. Donc, pour ceux qui ressentent ça, sachez que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. C'est un schéma qui n'est plus... Il était utile à l'époque parce que se faire rejeter du groupe, ça correspondait à éventuellement perdre sa vie si on était dans la nature sauvage. Aujourd'hui, se faire rejeter, ça ne correspond plus à aucun de tout ça. Ça correspond à une forme de croissance, à apprendre à mieux verbaliser les choses, à adresser mieux les objections si on est dans un échange de vente. Quelles clés tu peux partager notamment à nos auditeurs qui sont encore, je dirais, victimes de la peur du rejet? La peur du rejet, alors...
Souvent, vous allez la vivre dans votre corps. Vous allez ressentir différemment en fonction du corps. Il y a des sensations différentes, mais on va sentir une forme de douleur qui est imaginaire, illusoire, mais elle est là. Moi, la première des choses, c'est juste de l'accueillir, cette douleur, de la voir où elle est, de la localiser dans mon corps et de respirer une bonne fois pour que ça puisse se diffuser, parce que pour ne pas la bloquer, je ne cherche pas à la résister, mais je cherche plutôt à dire « Ah, bienvenue, je viens de me faire rejeter. » Accepter l'émotion, accepter de la ressentir, de la vivre, parce qu'en réalité, les émotions nous traversent. Exactement. Et les gens pensent que, par exemple, même quand on dit « je suis en colère », en réalité, tu n'es pas en colère, c'est de la colère te traverse. Mais cela te traversé, ensuite elle s'en va. Oui, exactement. Et puis la deuxième des choses, c'est d'aller dans la direction du rejet. Quand on se fait rejeter, au lieu de chercher à fuir, parce que naturellement on va vouloir arrêter la conversation ou éviter la personne, plutôt d'aller dans le sens de la personne. Se dire, mais en fait, quand tu dis ça, tu penses à quoi? Et je vais aller rejoindre le monde de l'autre personne et je vais commencer à utiliser l'autre personne à mon service pour que je puisse grandir de l'échange. Si elle rejette quelque chose, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle rejette exactement et quelle est la pensée qui l'a fait que ça lui plaît pas. Donc je vais aller, je vais dire, ok, mais en fait, tu penses quoi de ça? D'où est-ce que ça vient? Et d'un coup, on est de nouveau relié au service de me faire avancer au final. Yes. Et ça fait moins peur quand on y va volontairement que se dire, il faut pas que je sois rejeté. Tu le sais, avec le succès, plus on avance, plus on doit grandir dans la sensation de rejet et dans la capacité de l'accueillir. Et c'est un chemin infini. Si on veut bien avancer, il faut se préparer à être ok avec le rejet. Exactement. Et lui donner un nouveau sens. De toute façon, je pense que c'est impossible de réussir si tu veux être aimé de tout le monde et que tu ne veux pas être rejeté. Ça fait partie du jeu. Tu vois, moi, souvent, dans mon livre, je parle notamment le jeu du non. En fait, entendre non, ça fait partie du game. Même si tu es excellent dans ce que tu fais, il n'y aura jamais 100% de personnes qui vont te dire oui. Donc déjà, c'est une illusion de se dire je ne veux pas être rejeté. Dans ce cas-là, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ou plutôt le prendre qui va nous permettre de se libérer de ça, parce que si on a du mal avec le rejet, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est notre vie perso aussi, elle est concernée, et de se dire j'y vais, comme ça je libère une bonne fois pour toutes, je libère les portes et je me donne accès à des choses qui vont construire mon bonheur plus tard. D'ailleurs, en début d'émission, on parlait notamment du fait de travailler sur soi. Pour moi, l'entrepreneuriat, mais c'est l'une des meilleures stratégies de développement personnel en fait, parce que tu es obligé d'être confronté finalement à tes doutes, à tes peurs, à tes blocages. Et pour moi, c'est l'une des meilleures voies. Tu as envie de te développer, entreprends. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On grandit énormément, on accélère notre croissance, on développe, on déploie des capacités à l'intérieur de nous qui nous libèrent. Après, on va dire, la vie classique devient facile à vivre quand on sait faire face aux difficultés de l'entrepreneuriat. En fait, on développe une telle capacité de résoudre des problèmes, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait identifier les problèmes et ça lui fait pas peur, et c'est quelqu'un qui cherche constamment des solutions. Un état d'esprit de recherche de solutions, c'est le bonheur partout. C'est pas que l'entrepreneuriat qui marche, mais c'est aussi dans son couple chercher des solutions au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas. Dans sa propre vie, chercher des solutions au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est libérateur. Exactement. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous êtes sur la bonne voie pour continuer à travailler sur vous et continuer justement à vous connaître et surtout sortir de votre zone de confort. Et derrière, ça a une répercussion effectivement dans tous les domaines de notre vie. Quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute, qui a envie de continuer à développer son business, continuer à avoir plus de clients, augmenter son chiffre d'affaires, à réussir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend? Je repartirai sur le conseil de début où on s'est dit le cerveau, il a besoin de friction. 15% du temps, c'est accessible à nous tous. Et donc, la vraie question à se poser, c'est comment je peux créer un peu plus de friction, là aujourd'hui, dans ma manière de créer mon business, pour que je me retrouve de nouveau un petit peu stimulée. Quand je dis un petit peu stimulée, c'est le cortisol qui est derrière. C'est-à-dire que la friction, ça va me mettre dans un état un peu plus tendu, mais suffisamment tendu pour que je performe mieux, pour que je sois de nouveau plus engagée et que j'ai pas de problème de procrastination. Donc aujourd'hui, si on procrastine, si on se dit mais j'ai pas la motivation, j'y arrive pas, c'est qu'il n'y a pas assez de friction, il n'y a pas assez de nouveauté, il n'y a pas assez de créativité dans la manière dont vous faites votre business ou votre vente. Et des fois, il suffit d'un petit élément de plus, un petit détail qui va de nouveau redonner cette énergie nécessaire pour le dépassement de nos peurs. Dans notre tête, la peur ne disparaît pas. On apprend juste à mobiliser une énergie supérieure à la peur. Et quand on sait faire ça, plus rien ne nous arrête. Et donc, parfois, recréer un contexte d'un petit peu de friction, un petit peu de cortisol, ça augmente notre énergie et à partir de là, on performe de nouveau, on augmente nos résultats par conséquent. Excellent. Donc toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu n'oses pas encore faire, que tu procrastines, que tu sais que tu devrais faire, qui pourrait notamment te permettre de passer au niveau supérieur, que tu ne fais pas encore? Et donc, prends cette advice de Biljana pour mettre ça en place et avancer efficacement. Et amuse-toi bien. Excellent. Biljana, pour les personnes qui veulent notamment te suivre, où est-ce qu'on te retrouve? Dis-nous tout. Je suis
très présente sur LinkedIn, Instagram et sur mon site web. Il y a toutes les manières de se connecter avec moi. Souvent, pour ceux qui veulent aller questionner davantage le cerveau et apprendre davantage à le gérer, le livre, c'est un excellent moyen pour démarrer. Et à chaque fois, dans chaque chapitre, il y a des outils qui vous permettent d'utiliser la science au service de vos résultats. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que cette interview vous a apporté une ou deux idées à mettre en place pour avancer. Merci beaucoup, Biljana, pour tout ton partage. Je vous recommande vivement de commencer déjà par le livre. Suivez également Biljana qui est très active sur LinkedIn. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur notamment ses programmes d'accompagnement ou autre pour aller encore plus loin, contactez-la directement. Elle se fera une joie d'échanger avec vous pour voir ce qui est possible de faire. Merci encore, Biljana. Merci à toi. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié l'échange. Je t'invite à nous dire dans les commentaires, notamment les pépites avec lesquelles tu repars. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas de business sans vente. OK ? À toi de jouer. À très vite.